Et donc, dans cette vidéo, on va aborder un petit peu la question des preuves ou des arguments en faveur de l'existence de Dieu. Alors, si vous n'avez pas vu notre première vidéo sur l'épistémologie, on vous y renvoie. Dans cette première vidéo, on a traité un petit peu des questions relatives à la nature de nos connaissances, donc comment est-ce qu'on sait que l'on sait. On a défini un petit peu les concepts fondamentaux de croyance, de connaissance, de preuve. On a parlé un petit peu du bayésianisme, de ce qu'était une certitude, voilà, comment est-ce qu'on juge la rationalité épistémique, quels sont les critères de rationalité, tout ça. Donc, on vous y renvoie avant d'aborder cette deuxième vidéo. Dans celle-ci, on va traiter un petit peu des arguments en faveur de l'existence de Dieu. Et donc, Hugo, si tu veux, je te laisse un petit peu présenter ta position. Voilà, donc comme tu as dit, on a eu une discussion précédemment sur l'épistémologie. Je pense qu'elle est assez fondamentale avant de regarder celle-ci, donc je renvoie nos auditeurs à cette première vidéo. Donc je ne vais pas prendre position particulièrement pour un athéisme, je me considère plus comme agnostique épistémique, on pourrait dire. Donc, ça veut dire que je ne pense pas disposer d'éléments qui me permettraient de trancher sur la question de l'existence de Dieu. Je ne tiens pas cette absence de preuve comme une possibilité absolue de dogme métaphysique qui me rendrait inaccessible à la connaissance de cette question-là, mais je le suis en quelque sorte par défaut, par ignorance provisoire en quelque sorte, jusqu'à l'apport de preuves convaincantes. J'ai eu assez de mal à trouver des preuves convaincantes dans ton ouvrage, et justement, je viens avant tout ici pour questionner tes positions et tes arguments dans l'ouvrage que tu avais écrit, donc Soyez rationnel, devenez catholique, donc dans la collection apologétique aux éditions Marie de Nazareth. Un livre qui est assez intéressant, et en particulier dans sa forme, j'ai trouvé que l'idée de cloisonner les différentes questions entre, premièrement, la partie théiste, ensuite la partie christianisme, enfin la partie catholicisme, était une bonne structure. Aujourd'hui, on va aborder notamment les questions de la première partie, la partie théiste, où tu donnes des arguments métaphysiques, on pourrait dire, sur l'existence d'un Dieu, pas nécessairement chrétien, mais l'existence d'un concept de Dieu, ce qu'on pourrait appeler le déisme. Alors, avant de commencer, je préférerais qu'on évite de rentrer dans des querelles de langage concernant les définitions des mots athée ou agnostique qui animent souvent les débats entre croyants et sceptiques, parce que ça n'a pas beaucoup d'importance pour moi si on s'entend initialement sur les termes. Donc je vais reprendre la définition, on va dire, classique, celle que généralement les croyants utilisent, donc à savoir que l'agnosticisme désigne le fait de suspendre son jugement, que l'athéisme est une position forte en faveur de l'inexistence de Dieu, et que voilà, le théisme représente la croyance en Dieu. De la même façon, le théisme et le déisme sont parfois mal compris. Alors, le déisme, avec un D, c'est la position de l'existence en un Dieu de façon générale, sans forcément le spécifier, ou disons un Dieu qui n'intervient pas, qui n'est pas le Dieu d'une religion en particulier. Le théisme, alors, il peut avoir plusieurs définitions, donc c'est pour ça que je préfère qu'on se rende bien sur ce terme. Tel que tu le définis dans ton livre, j'ai l'impression que le théisme, ça renvoie plus à une position générale sur Dieu, plutôt qu'à un Dieu d'une religion, on va dire. Alors, c'est ça. En fait, moi, ce que je dis, c'est que le théisme, simplement la proposition Dieu existe. Et dans le théisme, il y a deux sous-ensembles. Il y a le déisme et le théisme révélé. Donc le théisme révélé, c'est ce qui est en rapport avec une révélation religieuse, par exemple christianisme, islam, judaïsme. Et le déisme, ça va être plutôt la position de Voltaire qui dit que Dieu existe et il ne s'est pas révélé. Donc c'est une double affirmation, le déisme. Dieu existe, mais il ne s'est pas révélé à l'homme. Et donc je considère que le théisme est l'existence de Dieu au sens large, sans plus de précision. Très bien. Bon, on peut reprendre ces définitions, ça me va, tout à fait. Aussi, je précise que, bon, contrairement à peut-être certains zététiciens, je ne tiens pas la religion comme une mauvaise chose en soi. Pour moi, c'est un ciment des civilisations, c'est quelque chose qui va structurer l'homme, qui va lui fournir un système de valeurs que je juge quand même assez bénéfique.
voilà, à la fois sur le plan social, sur l'épanouissement personnel. En fait, finalement, je suis ici pour la contester simplement d'un point de vue épistémologique, hein, enfin, juste au niveau de la factualité. Je pense que ce qu'elle affirme peut être socialement pratique, mais peut être discutable. En particulier, si on veut chercher la vérité, la dimension morale n'a pas à intervenir dans notre jugement. Enfin, c'est pas parce que quelque chose est agréable ou est bon pour la société que c'est plus vraisemblable. Je pense que tu es d'accord avec ce point-là. Oui, totalement. Et je dirais aussi qu'il ne faut pas, comment dire, que les arguments qu'on entend souvent de la part des athées qui disent aux croyants, vous êtes croyants parce que vous avez grandi dans une société sous influence religieuse, que c'est la religion de vos parents ou de votre pays, donc ça vous prédispose mentalement, donc la religion est fausse. Ça serait commettre ce qu'on appelle un sophisme génétique en philosophie, c'est-à-dire confondre le contenu propositionnel de la croyance et l'origine de la croyance en tant que telle. Et donc, je pense qu'on sera d'accord avec Hugo pour dire que c'est pas parce que quelqu'un est prédisposé mentalement à avoir une croyance X que X est vrai ou faux. Ça n'a strictement aucun rapport. Et donc, nous, on s'est mis d'accord avec Hugo pour regarder la vérité de ses croyances en tant que telle et non pas critiquer, psychologiser l'adversaire en disant il est athée ou il est croyant parce qu'il est prédisposé mentalement, parce qu'il a besoin de se rassurer, d'avoir un père pour combler le vide de son existence, des choses comme ça qu'on entend souvent malheureusement chez les zététiciens. Donc oui, il faut faire attention finalement au contexte dans lequel on peut retrouver certaines fois ces attaques, parce que il ne faut pas prendre ces attaques d'un point de vue forcément ontologique, mais parfois épistémique. Je m'explique. Quand on parle de l'origine, par exemple, une personne qui va adhérer en l'existence de Dieu parce qu'elle a été élevée dans un foyer chrétien, l'attaque peut être tout à fait valide sur le plan de la méthode épistémique que va suivre la personne. Effectivement, si la personne tient pour cette connaissance la justification qu'il est dans ce foyer chrétien, qu'il est éduqué de cette manière-là, ce n'est pas une bonne méthode épistémique. Et pour moi, c'est important de critiquer cette méthode épistémique. Comme je le disais dans la première vidéo, on peut tout à fait avoir raison pour de mauvaises raisons. Et ce qui va nous intéresser, c'est à la fois les faits, la vérité, mais également la façon qu'on a d'obtenir la vérité. Donc il est tout à fait légitime dans certains cas de souligner l'aspect plutôt arbitraire de l'adhésion à certains dogmes religieux, quand bien même ce ne serait pas une preuve absolue sur la fausseté de ces dogmes. C'est ça. Donc le fait qu'il y ait certains croyants qui croient pour des raisons qui sont irrationnelles, qui ne sont pas fondées rationnellement, ça ne veut pas dire que leur croyance en tant que telle est fausse, puisque comme tu l'as très bien dit, on peut croire des choses vraies pour de mauvaises raisons. Par exemple, je peux croire que l'esclavage est immoral parce que mes parents me l'ont dit. Mais c'est pas pour autant que c'est une raison rationnelle, c'est pas parce que mes parents me l'ont dit que c'est vrai. De même, je peux croire que la Terre est ronde parce que je l'ai lu dans une bande dessinée pour enfants. Pourtant, cette source de ma connaissance, elle n'est pas fiable. Et pourtant, ma croyance s'avère vraie. Donc, parfait, on est d'accord là-dessus, et on est tout à fait d'accord aussi pour critiquer la méthode épistémique par laquelle les gens arrivent à leurs conclusions. Donc là-dessus, il n'y aura aucun problème. Et donc, on va en rester aux arguments et à la méthode. Tu veux ajouter quelque chose? Non, je pense que c'est bon. Donc, puisque c'est toi qui prétends avoir des preuves de l'existence de Dieu, je te propose de t'écouter. Quelles sont les preuves peut-être on pourrait prendre dans l'ordre de ton livre les différentes preuves. Par exemple, Oui, l'argument du kalam, tu veux peut-être en dire un mot, nous oui. expliquer en quoi il consiste. Donc en gros, l'argument du calame, c'est un argument qui est très ancien, qui a commencé par être développé par un philosophe qui s'appelle Philopon au VIe siècle et qui derrière a été repris de manière plus sophistiquée par les penseurs médiévaux, donc Al-Kindi, Al-Ghazali, etc. Et beaucoup plus récemment par un apologète qui s'appelle William Lane Craig, qui a fait sa thèse de doctorat dessus en 1979 et qui a utilisé la philosophie analytique, donc cette méthode rigoureuse de la philosophie, pour essayer d'établir que euh, l'univers a un commencement, qu'on peut le montrer rationnellement et qu'on peut en tirer des conclusions métaphysiques sur l'existence de Dieu. Et donc l'argument du kalam, on peut le résumer ainsi.
enfin la première étape du moins, c'est de dire que prémisse 1, tout ce qui a commencé d'exister a une cause. Prémisse 2, or l'univers a commencé d'exister. Conclusion, donc l'univers a une cause. Et si l'univers a une cause, l'univers étant la totalité de l'espace-temps et de la réalité matérielle, eh bien, cette cause sera nécessairement immatérielle, éternelle, non spatiale, spirituelle et dotée d'une puissance extraordinaire parce qu'elle crée tout à partir de rien, qu'elle crée tout sans matière préexistante. Et là, effectivement, on se rapproche des attributs traditionnels euh, de Dieu. Et donc voilà, c'est un argument qui est développé par Craig. Et donc, évidemment, la vérité de la conclusion va dépendre de la vérité des prémices. Et donc, si quelqu'un veut contester cet argument, il va devoir ou bien rejeter que tout ce qui a commencé d'exister a une cause, qui me semble très, très difficile, parce que tout simplement, il y a le principe très connu en philosophie de Parménide qui s'appelle ex nihilo nihil fit. En latin, ça veut dire de rien ne sort rien. Donc le néant n'a pas de pouvoir causal, tout simplement parce que l'absence d'être ne peut pas produire de l'être. Donc la non-existence de quoi que ce soit ne peut pas produire l'existence de quelque chose. Et donc si quelque chose commence d'exister, cette chose a nécessairement une cause. Si on rejette ça, on opte pour la magie, on rejette le principe de causalité. Alors, Euh, dans la première partie de ton livre, tu donnes à Dieu le caractère d'une cause incausée. Donc, quelque chose peut exister sans avoir une cause. Bien sûr. Donc, en fait, les arguments cosmologiques, il y a plusieurs types. Mais en général, donc il y a l'argument cosmologique du Kalam, l'argument cosmologique de la contingence. Mais au départ, moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer par établir qu'il est impossible que tout ait une cause. Établir cette vérité métaphysique comme quoi il existe nécessairement une cause qui est incausée. Euh, une cause qui n'a pas de cause et qu'on peut donc appeler cause première. Et après, pour ça, une fois qu'on a établi l'existence d'une cause incausée, en montrant que les régressions causales à l'infini sont impossibles, dans un second temps, on se demande si cette cause incausée peut être l'univers, par exemple, l'univers ou le substrat matériel de l'univers. Et ça va être la position athée en particulier, spinoziste typiquement. Et donc, si on arrive à montrer que l'univers a une cause, on aura montré que l'univers n'est pas la cause incausée. Et donc que la cause incausée doit se situer en dehors de l'univers, et donc par conséquent qu'elle doit être immatérielle, atemporelle, non spatiale, dotée d'une puissance extraordinaire, tout ça. N'allons pas Donc, en besogne. Juste, bon, déjà, quand tu parles de Spinoza comme étant athée, oui, du coup, ton panthéiste, oui. athéisme est un athéisme. Je pense qu'il serait intéressant de bien préciser les attributs de Dieu. Mais avant ça, lorsque tu donnes ton raisonnement du Kalam, je ne pense pas qu'on puisse déduire directement de ce raisonnement les attributs que tu as cités de Dieu. Donc, par exemple, le fait qu'il soit une conscience, ça me paraît être pas forcément déductible de simplement les deux prémices que tu m'as citées. Tout ce qui a commencé d'exister a une cause, l'univers a commencé d'exister, l'univers a une cause. Tout cela, finalement, ne nous donne pas d'informations sur les attributs de cette cause. Donc, Mais attention, ça c'est peut-être dans un second temps. D'abord, on établit que l'univers a une cause, et une fois qu'on est d'accord là-dessus, on se demande quelle peut être la cause de l'univers, en faisant une analyse conceptuelle de ce que pourrait être la cause de l'univers. Mais ça, c'est la deuxième partie de l'argument. C'est ouais. vraiment un argument en deux parties. Donc, Euh, on va les prendre partie par partie parce que je suis déjà pas forcément d'accord avec toi quand tu dis que tout ce qui a commencé d'exister a une cause. Il me semble que tu donnes la définition suivante de commencer d'exister. X commence d'exister à un instant T si X existe à T, que T est le premier instant où X existe. C'est bien ça? oui, ou alors on pourrait le dire aussi, X commence d'exister à T, si et seulement si X existe à T, et qu'il n'existe pas d'instant T' strictement inférieur à T, où X existe. D'accord. Bah, dans ce cas-là, il me semble que tu considères que le temps a commencé à un instant T0, dans lequel, pour lequel il n'y aurait aucun T' inférieur. Et C'est pour ça que tu dis que, par exemple, le temps a commencé à exister. oui, si le temps commence d'exister, ça veut dire que nécessairement, il n'y a aucun instant T'
strictement inférieur à T0, sinon ce serait une contradiction. Ça voudrait dire qu'il y aurait du temps avant le temps. Oui, je suis d'accord avec ça, mais dans ce cas-là, pourquoi Dieu n'a pas commencé à exister à T0? Parce que Dieu n'est pas dans le temps. Bah oui, mais le temps n'est pas dans le temps. C'est-à-dire, Bah, le temps en tant qu'entité globale ne peut pas être inscrit à l'intérieur de lui-même, sinon il n'y aurait pas de je suis sens. d'accord. Donc dans ce cas-là, le fait que Dieu ait commencé à exister à T0, ça exprime simplement le fait que Dieu existe existant de toute éternité, il existe à chaque instant. Par exemple, selon toi, Dieu existe à cet instant maintenant, ou il existera dans 5 minutes, il existait il y a 5 minutes. Il existe à tout instant, puisqu'il existe de toute éternité. Et donc, dans ce cas-là, il existait aussi au T0. Donc, selon ta définition, je reprends simplement tes termes, il a commencé à exister dans le sens où il a existé à T0, et T0 était le premier instant où Dieu existait. Dans le sens où il n'y avait pas un T' avant où Dieu Ouais, existait. ouais, ouais. Alors, si je me souviens bien, je dis dans le livre que cette définition ne s'applique qu'aux entités qui sont temporelles. Donc, elle ne s'applique pas aux entités intemporelles. Alors, dans ce cas, il y a un problème avec ta définition de l'univers, puisque tu considères que l'espace et le temps font partie des composantes de l'univers. Or, dans leur globalité, l'espace et le temps ne sont pas des conceptions temporelles. Justement, ce sont les contenants qui ne peuvent pas Ouais. être temporalisés ou inscrits dans un certain... Donc, on sait aujourd'hui que le temps, l'espace et la matière sont liés. C'est-à-dire que s'il y en a, enfin, s'il y en a un, il y a forcément les deux autres. Oui, alors, Ça, c'est Einstein qui l'a prouvé dans la relativité. Euh, alors il n'y a pas ouais. que la qui décrit le comportement de l'espace et le temps. En particulier, par exemple, en mécanique quantique, le temps a un statut très particulier. Mais bon, peu importe, je suis d'accord pour dire que il y a des interactions possibles entre l'espace, le temps et la matière. Euh, Est-ce que ce serait une raison que le temps ne peut pas exister sans matière ou sans enfin, en tout cas sans matière? Ça plus compliqué. De quoi? Après, pardon? J'ai pas entendu. Tu as dit, est-ce que le temps peut Non, exister sans matière? oui, je dis que c'est pas une raison d'inférer que le temps peut exister sans matière, le fait qu'il y a une interaction possible entre la matière et l'espace-temps. Ah, moi, je pense que s'il y a du temps, il y a forcément de la matière parce que le temps, d'après la définition aristotélicienne, c'est la mesure du mouvement. Donc, s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de temps. Et inversement. Et pour qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait de la matière. Alors, je pense que déjà la physique aristotélicienne est quand même assez datée et que, en particulier, la Attention, conception. c'est vrai que je ne fais pas appel à la physique aristotélicienne, je fais appel à la métaphysique aristotélicienne. D'accord, Donc, mais la définition du temps, c'est quelque chose qui est métaphysique, qui n'est pas lié à la physique. bah, je pense qu'aujourd'hui, le concept de temps est un concept qui est plus physique que métaphysique, en tout cas dans son étude euh, descriptive. Et en particulier, lorsque tu parles de mouvement, je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est le mouvement est décrit à partir du temps et pas le temps à partir du mouvement. Euh, il y a mouvement parce qu'il y a un temps initial qui permet le mouvement. Et c'est pas parce que le mouvement existe que le temps existe. Plus qu'il y a une équivalence, c'est-à-dire que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que dès qu'il y a du mouvement, il y a du temps, et dès qu'il y a du temps, il y a du mouvement. Euh, En fait, si tu imagines un univers qui a rien dedans, où il y a zéro mouvement, en fait, il y a pas de temps, ça n'a pas de sens de dire que le temps s'écoule s'il n'y a rien qui évolue. Donc c'est pour ça que, mais ça je pense, c'est, enfin, je vois pas qui conteste ça, que le temps est intrinsèquement lié au mouvement. Bah, je sais pas si on peut vraiment inférer ça de notre simple perception du temps, parce que le fait qu'on puisse se rendre compte qu'il y a du temps parce qu'on perçoit le mouvement ne veut pas dire que le temps n'existe pas si on ne perçoit pas le mouvement. Enfin, ça me semble une conclusion assez hâtive, qui ferait baser finalement l'existence du temps uniquement sur notre capacité de le percevoir. De la Et du même coup, façon. comment tu définis le temps? Parce que moi, ma définition du temps, c'est la mesure du mouvement, ce qui caractérise le mouvement ou le changement. Ok? Si tu rejettes cette définition, définis-moi ce que c'est le temps. Bah, je pense que c'est quand même assez compliqué de donner une définition du temps qui ne soit pas autoréférentielle dans un premier temps, parce que ta définition du mouvement, elle présuppose quand même un peu l'idée du temps, parce que tu ne pourrais pas considérer le changement des états, la transformation des états, sans avoir une idée de temps initialement
pour en rendre compte. Mais si on prend le temps comme une dimension de l'univers, de la même façon que l'espace, en fait, tu parlais de la conception d'Einstein. Aujourd'hui, l'espace et le temps sont considérés de façon assez similaire dans une toile quadridimensionnelle qu'on appelle l'espace-temps. Si on considère cette entité comme une entité élémentaire de l'univers, qui a par ailleurs certaines propriétés, on n'a pas besoin de définir par des objets, des idées secondaires, on va dire. On peut considérer ça comme la substance de l'univers, en quelque sorte. Mais est-ce que tu es quand même d'accord qu'un univers qui n'a pas de commencement, qui est éternel, implique nécessairement une série d'événements infinis dans le passé? Ça dépend ce qu'on appelle infini, parce que ça aussi, je pensais revenir sur cette notion de... Un infini actuel. Parce que, ce que tu dis, en gros, c'est que si l'univers n'avait pas commencé d'exister, le passé serait infini, c'est ça? C'est ça. Donc infini en termes de mesure. Enfin, on pourrait parler de mesure de Lebesgue. C'est-à-dire que non, c'est-à-dire qu'il y aurait un nombre réellement infini d'événements qui nous ont précédés jusqu'à aujourd'hui. Mais justement, enfin, tu sais aussi l'analogie avec le paradoxe de Zénon. On peut concevoir une infinité qui soit une infinité cloisonnée dans un compact en termes de cardinalité, mais Oui, sans que ce soit vraiment une infinité. En fait, je oui, pense que parce faire que là, un... tu parles d'une infinité potentielle. Dans le paradoxe de Zénon, il est question d'une infinité potentielle. C'est-à-dire que ton segment, tu peux diviser par deux, tu peux diviser encore par deux, puis par deux, puis par deux, puis par deux. Et quand tu fais, quand tu fais ça, tu divises potentiellement jusqu'à l'infini et tu finis par atteindre tes 2 mètres. D'accord? Parce que la somme des 1 sur 2 puissance k allant de 0 à l'infini, on sait que c'est 2. Et donc, ça, ok, c'est vrai, parce que tu es sur un segment qui est fini et donc tu as affaire à un infini qui est potentiel. Mais dans le cas du passé infini, tu as affaire à des segments qui sont égaux et des événements de même durée qui nous précèdent dans l'existence jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pas comparable au paradoxe de Zénon, parce que là, c'est question d'un infini qui est actuel. Un infini, le cardinal du nombre de jours qui nous ont précédés jusqu'à aujourd'hui est infini. Est réellement infini. C'est Aleph 0. D'accord avec cette conception de la cardinalité et de l'infinité potentielle, c'est deux choses différentes. Si tu veux, la cardinalité du segment 0,1, en termes de points, elle est réellement infiniment de Aleph 1. Si tu veux, il y a une différence entre la mesure de Lebesgue d'un certain segment, et je pense que tu parles plus de l'infini en termes de mesure de Lebesgue, et la cardinalité en termes de points, d'instants. Il est tout à fait correct de dire qu'il y a réellement une infinité d'instants entre maintenant et il y a 5 minutes. Simplement. Oui, oui, non, bien sûr, parce que le temps, si tu veux, c'est comme, on peut le comparer à l'ensemble des réels, tu peux toujours étirer le segment et trouver un instant qui est entre les deux. Mais alors, est-ce que toi, tu défends la thèse que le temps est quelque chose de continu ou de discret? Les deux sont possibles. Aujourd'hui, on n'a pas forcément d'éléments qui nous permettent de trancher la question de façon absolue. En tout cas, je n'exclus aucune possibilité. Il n'y a pas. Parce que moi, je pense qu'il y a des arguments qui laissent penser que l'espace est discret. Alors, tu fais référence à la gravité quantique à boucle, par Non. exemple. Un paradoxe philosophique développé par José Bernardetti qui nous dit, imaginez un livre dont la première page fait 1 centimètre, la deuxième page un demi-centimètre, la troisième page un quart de centimètre, etc., etc. Et les pages font 1 sur 2 puissance n comme ça. Donc le livre, il fait 2 centimètres. Et maintenant, il dit, imaginez que vous retournez ce livre, vous le mettez à l'envers, et que vous ouvrez par la dernière page. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, il n'y a pas de dernière page, parce qu'il y en a une infinité. Et donc, il dit, en fait, ce livre, il ne peut pas exister, justement, parce que justement, dans l'hypothèse où l'espace est quelque chose de continu, ce livre devrait pouvoir exister. Or, il est impossible que ce livre existe parce qu'il n'aurait pas de dernière page. Et donc, on doit considérer que l'espace est discret.
Oui, alors je me méfierais de ce genre d'approche parce que en fait, tu postules l'existence d'objets. Et d'ailleurs, pour le temps, c'est pareil, hein, avec des analogies avec le fait de compter à partir de l'infini, on y reviendra tout à l'heure. En fait, le fait de postuler de tels objets concrets, en fait, c'est juste peut-être ces objets-là sont impossibles à concrétiser, mais pour autant, la structure du monde est telle que il y ait vraiment une substance continue de l'espace et du temps. En fait, de la même façon qu'en mathématiques, il n'y a pas de contradiction logique à considérer des structures mathématiques continues. Si tu veux, il n'y a pas de contradiction logique à concevoir un univers avec certaines structures qui seraient continues, mais ces objets-là sont quand même impossibles. C'est pas pour autant que ça invalide la continuité de l'univers en soi. Tu vois. Je suis d'accord que mathématiquement, c'est logiquement cohérent. C'est-à-dire que moi, je fais la distinction entre ce qui est logiquement cohérent et ce qui est métaphysiquement cohérent. Et je pense pas que tout ce qui est logiquement cohérent est aussi métaphysiquement cohérent. Typiquement, l'existence de l'infini actuel. Donc, tu vois, je pense que, évidemment, que l'arithmétique transfinie de Cantor et Hilbert marche très bien. On arrive à faire des opérations sur les ensembles infinis. Tout ça, c'est très bien défini en maths. Par contre, l'application de ça au monde réel, c'est là où ça devient, à mon avis, impossible. Par exemple, je ne pense pas qu'il puisse exister une quantité réellement infinie de choses dans le monde physique. Donc, c'est ce qu'a montré David Hilbert avec son fameux paradoxe de l'hôtel de Hilbert. Il dit, imaginez, tu le connais, l'hôtel de Hilbert, c'est le paradoxe. Le fait d'avoir pas antinomie, ça relève justement, enfin, ça révèle le fait que c'est la doxa, donc contre le sens commun, et ce n'est pas une contradiction en soi d'admettre qu'un hôtel infini puisse être tout de même complété. Enfin, je ne comprends pas en quoi ce serait une contradiction métaphysique que d'admettre que l'hôtel puisse exister en réalité. On a simplement une expérience finie du monde parce que nos sens, notre cerveau est fini. Enfin, notre cerveau est fini, nos sens sont finis, donc on ne peut avoir qu'une appréciation finie du monde, mais le monde par lui-même peut être infini. Et d'ailleurs, des modèles où l'univers, en termes d'extension spatiale, est infini, plutôt, ce sont des modèles qui sont envisagés par les cosmologistes actuels. Oui, enfin, et les cosmologistes ne sont pas des métaphysiciens, donc là, c'est des arguments qui sont purement métaphysiques, qui n'ont rien à voir avec la physique. Donc typiquement, l'hôtel de Hilbert, je suis d'accord qu'en tant que tel, il pose pas de contradiction. Par contre, si tu commences à appliquer des scénarios à l'hôtel de Hilbert, tu peux trouver des contradictions. Donc tu imagines un scénario 1 où tu as l'ensemble des invités de l'hôtel de Hilbert, tu as l'hôtel qui est plein, donc tu as un cardinal infini d'invités qui sont présents dans la chambre 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à Aleph 0. Et tu as tous les invités des chambres paires qui partent. Et donc, tu as, les chambres numérotées 2N qui deviennent vacantes. Et il reste que les chambres numérotées 2N plus 1 qui ont des invités à l'intérieur. OK. Donc, tu as ce scénario-là où tu as une infinité de personnes qui sont parties. Et dans le scénario 2, tu prends le même hôtel qui est rempli et tu enlèves toutes les personnes au-dessus de la chambre 3. D'accord? Et donc, les gens de la chambre 4 et plus partent. Et ben, dans ces deux scénarios, il y a strictement le même nombre de personnes qui sont parties. Parce que, effectivement, il y a une bijection entre l'ensemble des entiers naturels pairs et l'ensemble des entiers naturels supérieurs à 4. Et donc, tu as le même nombre de personnes qui sont parties et pourtant, tu n'obtiens deux résultats différents. Dans le scénario 1, il reste un nombre infini d'invités qui sont présents. Et dans le scénario 2, il reste que les trois premières personnes qui sont présentes. Et donc, il y a une contradiction parce qu'on soustrait une même quantité. Le cardinal est strictement identique et on obtient deux résultats qui sont différents. Dans un cas, un résultat infini et dans l'autre, un résultat fini. Bah oui, mais ce n'est pas une contradiction, c'est simplement que tu considères que certains axiomes arithmétiques sont vérifiés pour l'infini, ce qui n'est pas le cas. Le fait, par exemple, d'ajouter une même quantité à deux, de soustraire une même quantité à deux quantités maintiendrait l'égalité, ce n'est pas le cas pour l'infini. Simplement, notre intuition arithmétique étant cloisonnée aux ensembles finis, on a du mal à cela. Mais en fait, ce qui n'est pas une contradiction mathématique, je ne comprends pas pourquoi tu en infères une contradiction métaphysique finalement. Parce que, en fait, en mathématiques,
On sait tous qu'en arithmétique transfinie, c'est interdit de faire des soustractions. On ne peut pas soustraire des infinis en arithmétique transfinie, ça c'est très connu. Par contre, dans le monde réel, dans le monde là on parle de la métaphysique, on fait la distinction entre la logique formelle en mathématiques, qui théorise tout ça, et l'application réelle. Dans l'application réelle, rien n'empêche les invités de se soustraire ou de s'ajouter à l'hôtel. Et donc, rien n'empêche de soustraire une infinité d'invités. Si une infinité d'invités décide de partir de l'hôtel, ils peuvent le faire dans le monde réel. Et c'est pour ça que la soustraction est proscrite en arithmétique transfinie, mais elle n'est pas proscrite dans le monde réel. Chacun peut choisir de partir de l'hôtel. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie différence entre ce qui est logiquement cohérent mathématiquement et ce qui est métaphysiquement possible. Je ne sais pas si c'est effectivement envisageable dans le monde réel, comme tu dis, que l'infinité puisse décider d'un commun accord de s'extraire de l'hôtel et puis qu'on puisse même en faire une mesure. En fait, ça reviendrait à comprendre ce qui dirige les lois qui régissent les comportements des invités, et à cette échelle infinie, on n'en est pas vraiment sûr. En fait, ça me fait un peu penser ce que tu écris dans ton livre ensuite sur le paradoxe d'Al-Ghazali, sur la comparaison entre le temps d'orbite de deux planètes qui auraient fait une infinité de tours du Soleil, et l'une serait 2 fois plus lente que l'autre. En fait, on essaie par l'infini et par les comportements contre-intuitifs de l'infini d'en extraire une contradiction. Mais c'est simplement une contre-intuition par rapport à ce qu'on pense qu'il est possible de faire aujourd'hui avec nos dimensions finies, simplement possible de faire avec l'infini. Je ne vois pas pourquoi le fait de considérer que l'infini puisse être réalisable permettrait tout ce qu'il est réalisable d'un point de vue fini. Tu vois, c'est quand même... Le truc, c'est que c'est bizarre de soutenir que tu as tes deux planètes, Saturne et Jupiter, qui, tournant depuis un temps infini, l'une tournant 2 fois plus vite que l'autre, eh ben, elles ont parcouru exactement le même nombre de tours. Tu vois, alors qu'il y en a une qui s'est laissée infiniment distancée par l'autre. Ouais, c'est bizarre, certes, mais une contre-intuition n'est pas une contradiction. En particulier, je pense qu'il est plutôt bizarre de se dire qu'un électron peut être à 2 endroits simultanément. Voilà, c'est quelque chose de bizarre, mais ça n'est pas une preuve de l'impossibilité de la physique quantique. D'accord, mais alors, je pense qu'il y a des paradoxes qui vont au-delà de l'aspect bizarre. Je pense qu'il y a des paradoxes, tu peux trouver des contradictions. Donc, par exemple, ça, c'est Alexander Proust qui imagine ça, faut que tu me donnes ton avis. Il dit, donc, imaginons qu'il y ait un infini actuel, donc un paquet infini de cartes, d'accord? Et que ce paquet infini de cartes, numéroté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., l'ensemble des entiers naturels, soit soit parfaitement mélangé. D'accord? Donc, tu as un paquet infini de cartes avec l'ensemble des entiers naturels qui est parfaitement mélangé. Et alors là, toi et moi, on joue à un jeu et je choisis de piocher une carte dans ce paquet. J'ai ma carte et je suis hyper déçu parce que, on fait un jeu qui a la plus grande carte. Donc, on va piocher tous les deux dans ce paquet pour savoir qui aura la plus grande carte. Je pioche une carte et je suis hyper dégoûté parce que je sais qu'il y a une probabilité de 1, enfin quasiment de 1, que ce soit toi qui gagne le jeu. Parce que même si je tombe sur une carte gigantesque de 450 millions, je sais qu'il y a infiniment plus de chances que tu tombes sur une carte encore supérieure. Et donc, je suis sûr, quasiment certain, de perdre. Et toi, pareil, tu pioches et tu devrais te dire la même chose. Tu es quasiment certain que c'est moi qui vais gagner. Et donc, il y a une contradiction dans ce genre d'existence de paquets de cartes Mais infini. dans le fait de postuler la possibilité de mélanger ces cartes que tu aurais numérotées initialement. C'est ça, mais alors du coup, là, Proust, justement, il réagit à ça et il dit, eh ben, supposez que le passé puisse être infini. Hier, j'ai mélangé les 2 premières cartes du paquet. Avant-hier, j'ai mélangé les 3 premières cartes du paquet. Avant-avant-hier, les 4 premières cartes. Et N jours, il y a N jours, j'ai mélangé les N premières cartes, ou les N-1 premières cartes. Et ben, il dit, avec un passé infini, je devrais avoir le paquet qui est parfaitement mélangé, puisque j'ai un passé infini pour mélanger les N premières cartes. Et donc, si le passé infini est possible, ça devrait être possible de mélanger ce paquet de cartes infini.
Bah, le problème, c'est que on présuppose pas vraiment un temps infini, mais on présuppose un point de départ infiniment loin qui permettrait l'initialisation de son algorithme. Non, je ne présuppose aucun point de départ. Là, je ne dis pas qu'il y a un point de départ, je dis juste qu'il n'y a Dans pas ce de point de cas-là, départ, justement. il est considéré que cet algorithme puisse fonctionner sans initialisation. Un algorithme, ça part d'une initialisation, sinon, je comprends pas trop pourquoi un tel algorithme pourrait être possible dans un temps infini, en fait. Ben, si c'est possible, enfin, comment dire, tu appliques l'algorithme. Oui, tu veux dire qu'il n'y a pas d'initialisation à l'algorithme? Ok. Parce que moi, ça me semble intuitivement possible de dire que euh, si au N jours avant aujourd'hui, j'ai mélangé les N premières cartes du paquet, alors, ben, en remontant comme ça, je devrais pouvoir avoir un paquet de cartes parfaitement mélangé aujourd'hui. Bah, en fait, le problème, c'est que ce qui est inféré sur n, sur un entier n, ne peut pas être forcément inféré sur l'ensemble des entiers naturels. Donc en fait, je peux tout à fait avoir des théorèmes en mathématiques, un entier n quelconque, mais pas pour tous les entiers et pas jusqu'à l'infini en fait. On ne veut pas, à partir d'un raisonnement sur des entiers, considérer des raisonnements sur l'infini globalement. Ça, c'est une erreur en mathématiques. Oui, il faudrait que j'en parle à Alexander Proust parce que lui, il a quand même un doctorat en mathématiques et un doctorat en philosophie. Donc, Tu fais je un pense pas argument, qu'il fasse. je pense pas Quoi? que là, tu fais un argument d'autorité. Non, 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 attends, je dis pas il a un doctorat, donc il a raison. Je dis juste que il a un doctorat, donc ça m'étonnerait qu'il fasse des erreurs élémentaires aussi basiques, si tu veux. Et donc, il faudrait que je lui demande exactement ce qu'il entend par là dans son processus, que je me renseigne auprès de lui. C'est ça que je dis. D'accord, bah, peut-être. Mais en tout cas, l'argument tel que tu me le présentes là, il me paraît pas rationnel. Et puis d'ailleurs, je voudrais revenir sur le premier point, parce qu'on a beaucoup digressé, mais euh, si l'univers n'avait pas commencé d'exister, le passé serait infini. En termes de mesure de V, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Parce que on pourrait tout à fait imaginer une ligne temporelle de l'univers qui serait isomorphe à la demi-droite R plus étoile, par exemple, qui sera un modèle d'univers à temps ouvert, borné, et qui contredirait ton implication. Donc, tu considérerais le commencement du temps comme étant comparable euh, Il y au aurait pas, segment, enfin, à la demi-droite R plus étoile? je pense qu'on pourrait imaginer, ce serait une possibilité, que je n'ai pas forcément examiné à outre mesure, mais en tout cas, a priori, c'est possible, que le temps, que la ligne temporelle de l'univers soit isomorphe à R plus étoile, qu'il n'y ait pas de temps zéro, que ce soit un ouvert en quelque sorte, qu'il n'y ait pas de temps zéro, mais donc qu'il soit borné dans le sens où on ne puisse pas, on Ouais, mais puisse pas. alors, s'il n'y a pas de temps zéro, il n'y a pas de premier instant. Non. Oui, mais d'accord, mais ça nécessiterait quand même une cause. Parce que qu'est-ce qui causerait d'un seul coup que tu aies cette demi-droite qui commence d'exister? Bah, je sais pas, en tout cas, ton argument qui était de dire que si l'univers n'avait pas commencé à exister, le passé serait infini, est invalidé par ce contre-exemple. Ouais, en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que si l'univers n'avait pas commencé d'exister, si l'univers était éternel, il y aurait un nombre réellement infini de jours qui nous ont précédés dans l'existence. Et ça, c'est quelque chose, enfin, j'ai regardé la littérature académique sur le sujet, chez les philosophes athées qui contestent le calame, il n'y a personne qui rejette cette prémisse, hein. Bah, Ils moi, essayent de contester. Oui, 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 d'accord. Mais je trouve ça juste bizarre de rejeter que si l'univers n'a pas commencé d'exister, si l'univers est éternel, je vois pas comment tu peux éviter l'implication comme quoi il y aurait un nombre infini de jours qui nous ont précédés. Parce que pour le nier, tu dois dire que le nombre de jours qui nous ont précédés est fini. Et donc, il y a eu un premier jour euh, et que en même temps, l'univers est éternel. Tu dois soutenir qu'il y a eu un premier jour donc et que l'univers est éternel. Ça me semble hyper bizarre.
Bah, il y a eu un premier jour parce que tu considères que le temps est segmenté dans ton étalon arbitraire en jours. Mais moi, je parle d'instants, je parle de points sur la ligne temporelle. On peut considérer, comme je disais, une ligne temporelle isomorphe à R plus étoile. Donc R plus étoile, c'est donc la demi-droite réelle privée de zéro. Oui, je sais. Mais aussi pour nos auditeurs. Ouais. Donc finalement, ce serait une demi-droite où il n'y aurait pas de point de départ, mais donc une demi-droite ouverte, mais qui serait finie vers le passé, en termes de mesure de Lebesgue, mais qui n'aurait pas d'instant zéro. Moi, je dis juste Oui, que c'est une possibilité. c'est intéressant comme proposition. Dans ce cas-là, je répondrais que même si c'était le cas, euh, cette demi-droite, elle ne peut pas exister comme ça, elle ne peut pas commencer d'exister comme ça. Euh, il faut justifier pourquoi est-ce qu'elle commence d'exister. Donc là, je réitère ma première prémisse, tout ce qui a commencé d'exister a une cause. Mais la demi-droite en elle-même n'a pas commencé d'exister. Enfin, je ne vois pas pourquoi elle aurait commencé. Elle existe, c'est tout, quoi. Il n'y a pas de premier instant où elle existe. Parce que je reprends ta définition. Oui, oui. Non, mais je suis d'accord qu'avec ma définition, je suis d'accord, je te concède qu'avec ma définition, effectivement, ton exemple de la demi-droite sur R plus étoile, effectivement, elle ne pourrait pas rentrer dans le cadre de ma définition. Mais dans ce cas-là, il faudrait juste que je reformule la définition du commencement. Et le même problème s'implique, il faudrait expliquer, euh, oui, tu me dirais qu'elle n'aura pas commencé d'exister, mais en même temps que l'univers sera éternel. Franchement, je vois pas comment on peut concevoir ça. Bah, peut-être que tu le vois pas, mais en tout cas, il n'y a pas de contradiction. Et il me semble que dans ce genre d'argument, ce qui est le plus Mais ça saillant, présuppose que, non, ton truc, il présuppose que le temps est continu. Ce qu'il faudrait démontrer. ah oui, T'as droit sur. Oui, mais mais c'est quoi tes arguments pour penser que le temps est continu? Parce que moi, j'ai des arguments pour penser que le temps est discret. bah, moi, j'ai pas d'argument pour défendre l'un ou l'autre. Je dis juste qu'il n'y a pas de contradiction à considérer que le temps puisse être continu ou discret. Mais bon, après, quand bien même on admettrait que le temps puisse être infini, ou enfin puisse ne pas être tel que je le décris, donc comme une demi-droite de mesure de Lebesgue finie vers le passé. En fait, le temps peut être infini sans forcément avoir de contradiction derrière. Enfin, infini dans le passé sans avoir de contradiction derrière. Justement, tu as une quantité enfin, de paradoxes qui essayent de montrer que si le passé est infini, tu peux générer des scénarios qui sont non seulement absurdes au premier abord, mais par exemple, le paradoxe de Proust-Kuhn que j'ai donné dans le livre, là, tu as une contradiction formelle, hein. Oui, Je sais pas si tu t'en rappelles. ouais, je sais C'est sur avec. les pingouins, c'est ça? Ouais, ouais, bon, j'ai pris les pingouins pour rigoler, mais en Ouais. gros, là, à la fin, t'as A et non A. C'est-à-dire qu'il doit y avoir quelque chose qui est écrit sur le papier et aucun pingouin n'a pu écrire quelque chose sur le papier. Et donc, là, tu as une contradiction formelle. Mais je pense que le problème vient surtout de la réalisabilité de cet algorithme. Encore une fois, c'est comme dans ton exemple précédent. Euh, il me semble que sans initialisation, on ne peut pas concevoir un tel algorithme. Donc, il faut forcément un temps infiniment lointain, mais un instant de départ, pour concevoir le lancement de ce procédé-là. Donc, un temps infini dans le passé, c'est pas la même chose qu'un passé infiniment lointain duquel part cette chaîne de cette chaîne Attention, de attends. Là, c'est une faute de dire que la chaîne part de quelque part, parce que si le passé est infini, elle ne part de nulle part. Elle n'a pas de point de départ, même pas de point infiniment éloigné. exactement. Et donc, puisqu'elle ne part de nulle part, elle ne peut pas être initialisée. Et donc, le fait même qu'elle existe dans cet espace-temps sans point de départ, c'est là où il y a un problème finalement. On ne peut pas inférer de l'existence d'un infini dans le passé, l'existence de ton algorithme. Justement parce qu'il ne part de nulle part, donc il ne peut pas être conçu. Ouais, mais donc typiquement, imagine tu prends une chaîne causale avec un passé infini où tu as une, comment dire, on va dire, tous les ans, tu as une poule qui donne naissance à un œuf, d'accord?
et l'œuf qui donne naissance à la poule, tout ça, etc. Et tu fais cette chaîne causale sur un passé infini. Ok. Tu es d'accord qu'il y a un problème, parce que là, tu pourrais dire que tous les œufs ont été causés par les poules et que toutes les poules ont été causées par les œufs. Et donc, tu aurais l'ensemble des œufs qui auraient causé l'ensemble des poules et l'ensemble des poules qui a causé l'ensemble des œufs. Et du coup, tu aurais une causalité circulaire. Bon, L'ensemble qui serait cause de lui-même. je suis pas sûr qu'on puisse parler d'ensemble. La façon dont tu traites les différents liens de causalité en les mettant dans des ensembles, ça me paraît assez arbitraire quand même. Enfin, pourquoi l'ensemble des œufs et l'ensemble des poules devraient se causer mutuellement, puisque si chaque élément cause individuellement un autre élément. Enfin, c'est pas parce qu'un élément de A et de B cause, un ensemble de A et de B, de deux éléments cause un ensemble C et D de deux autres éléments que le premier ensemble cause le deuxième ensemble. Enfin, ça me paraît. C'est vrai, ça, tu as raison. Donc, on peut ne pas le formuler sous forme d'ensemble, mais on peut dire que chaque œuf existant est causé par une poule et que chaque poule existante est causée par un œuf. Et si c'est le cas, alors ça veut dire que toutes les poules suffisent à causer tous les œufs et que tous les œufs suffisent à causer toutes les poules. Et ça, c'est indéniable comme implication. Euh, Et là, tu as un problème, parce que si toutes les poules suffisent à causer tous les œufs et que tous les œufs suffisent à causer toutes les poules, alors tu as toutes les poules qui suffisent à causer toutes les poules et tu retombes dans une causalité circulaire. Oui, alors je ne sais pas si on peut vraiment parler d'ensemble. Enfin, il faut quand même se méfier dans la construction Là, je ne des l'ai pas ensembles. fait avec les ensembles. Je ne l'ai pas fait en mentionnant les ensembles, là. J'ai dit que chaque œuf existant est causé par une poule et chaque poule existante est causée par un œuf. Oui, enfin bon, je pense pas que ce soit très, très convaincant. Mais bon, il y a quand même pas mal d'autres questions à traiter, donc Ouais. je passe un peu à la suite. Et je voudrais discuter aussi de ce que tu dis, l'impossibilité de traverser l'infini. Est-ce que tu peux m'expliquer, donc voilà, concernant encore une fois le passé infini qui serait impossible, en quelques mots, c'est quoi ton argument pour dire qu'il serait impossible de traverser l'infini? C'est de dire que, en gros, si le passé était infini, on ne pourrait jamais atteindre l'instant d'aujourd'hui parce qu'on ne peut pas provenir d'un point, enfin, comment dire, on peut pas provenir euh, d'un lieu où il est impossible de se rendre. Donc de la même manière que je peux pas me rendre à plus l'infini, je peux pas partir de maintenant et compter 0, 1, 2, 3, 4, 5 et dire ça y est, j'ai atteint l'infini. Eh ben, on peut pas faire le chemin dans le sens inverse parce qu'une traversée qui ne peut pas se faire dans un sens peut pas se faire dans l'autre sens. Et donc de la même manière que quelqu'un ne peut pas compter de maintenant jusqu'à l'infini, il peut pas provenir de moi l'infini et attendre l'instant d'aujourd'hui. Et donc en fait, faire une telle opération, ça reviendrait à sauter hors d'un puits sans fond. Bah, d'accord, admettons, mais pourquoi tu penses qu'on provient du passé, hein, enfin, je veux dire, l'idée qu'on soit dans. Alors, déjà, la notion de présent, elle est relative. Enfin, tu parlais de la relativité tout à l'heure, la relativité d'Einstein. Je pense qu'il est important de considérer que la simultanéité, en particulier, c'est une illusion. Je ne sais pas si tu le sais, mais Ah le bon? fait. Attends, tu penses que la causalité simultanée n'existe pas? Je pense que dire que deux événements sont simultanés, c'est relatif au point de vue de l'observateur. Et c'est pas moi qui le pense, c'est la théorie de la relativité d'Einstein. Oui, événement, mais tu es d'accord qu'il y a de la causalité qui n'est pas strictement liée à des événements. Donc, c'est-à-dire. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai un drap que j'étends comme ça et que je mets une boule de bowling dessus, il va y avoir une causalité atemporelle, c'est-à-dire que la boule cause la dépression dans le drap, que ça forme, et donc il y a une causalité simultanée de la boule qui appuie sur le drap, et qui n'est pas temporelle, qui n'est pas liée à des événements. D'accord, mais bon, ça, c'est pas de ça dont je parle. Je parle du fait que, en fait, dans ton raisonnement, on a l'impression qu'il y a un seul instant présent, que c'est le nôtre, et que du coup, ce serait impossible d'être arrivé à cet instant précisément, l'instant T, le nôtre dans lequel on est, en ayant traversé tout l'infini. Mais c'est une vision, on pourrait dire une vision présentiste. Mais c'est pas la vision qui est privilégiée aujourd'hui par la physique et la plupart des gens, en particulier les
les physiciens qui travaillent dans le domaine de la relativité savent que puisqu'il n'y a pas de simultanéité absolue entre les événements, il n'y a pas de présent absolu. On pourrait considérer que notre Moyen-Âge, par exemple, puisse être le présent d'une entité à plusieurs milliards d'années-lumière de nous. Donc, Alors, voilà, il y a oui, oui, tu t'introduis la distinction entre la théorie A et la théorie B du temps, entre le présentisme et l'éternalisme. Alors moi, j'ai tendance à être présentiste, effectivement, comme tu le dis, et l'argument de la traversée que j'utilise, il présuppose que le présentisme est vrai. Ce n'est pas le cas des autres arguments de paradoxe que j'ai donné. Par exemple, le paradoxe des poules et des œufs, il est compatible avec la théorie B du temps. Par contre, je reconnais que l'argument de la traversée, lui, il dépend de la théorie A du temps, et c'est pour ça que Craig, il a écrit 2 volumes pour défendre le présentisme et concilier ça avec les données de la relativité. Et donc, il défend l'interprétation lorentzienne de la relativité et, et qui est compatible avec le présentisme. Donc, la relativité n'a pas réfuté le présentisme. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui défendent le présentisme encore. C'est effectivement, il y a aussi des gens qui défendent l'éternalisme, la théorie B du temps, mais il n'y en a pas une qui a radicalement pris le dessus sur l'autre. Ça reste des choses qui sont débattues en philosophie du temps. la philosophie du temps, certes, mais bon, je pense que la plupart des physiciens aujourd'hui ont plus tendance à avoir une vision éternaliste, mais peu importe en fait finalement, si les deux visions coexistent, c'est pas possible d'inférer une impossibilité absolue métaphysique à partir d'une certaine vision. Ouais, ce serait plus une preuve que le présentisme est faible, si jamais on peut tirer des paradoxes, des impossibilités à travers de ça. Je veux dire, pourquoi ça réfuterait plus l'idée d'un passé infini plutôt que l'idée d'un présentisme, cette histoire. J'ai pas trop compris la question. Pourquoi ça réfuterait plus un La passé infini possibilité de traverser l'infini serait Ah oui. plus un argument contre l'éternalisme plutôt qu'un argument contre le temps infini. En fait, si tu as de très bonnes raisons de penser que le présentisme est vrai, alors bah, du coup, ça va être un argument contre le passé infini. Donc tout dépend de quoi? Je ne vois pas de bonne raison de penser que le présentisme est vrai. Il me semble que la théorie de l'univers bloc est beaucoup plus simple, beaucoup plus élégante, beaucoup plus compatible avec l'ensemble des observations sur la structure quadradimensionnelle de l'espace-temps, plutôt qu'une vision présentiste qui serait finalement une vision qui contredirait le rasoir d'Occam, pour le coup. Tu es d'accord que le présentisme est quand même beaucoup plus c'est-à-dire que tu as l'impression que l'instant qui existe, c'est maintenant. Tu vois, et que, parce que le gars qui défend la théorie B du temps, il doit soutenir que Socrate et Aristote existent maintenant. Oui, je vois pas le problème. Ok, bah moi je trouve ça très contre-intuitif, mais après, pourquoi pas, je Mais sais pas. encore une fois, je pense que la contre-intuition n'est pas un argument valable, en particulier lorsqu'on parle du temps, de la nature du temps, de ce genre de questions, pour pouvoir pointer vers une théorie plutôt qu'une autre. On sait aujourd'hui que la physique fondamentale est très contre-intuitive. Il faut regarder les domaines d'interaction entre la masse et le temps. Est-ce que, par exemple, tu trouves ça intuitif que la vitesse permet de dilater le temps, de désynchroniser deux horloges biologiques? Je ne pense pas que ce soit des visions intuitives. Et je pense que c'est un piège, justement, de tomber dans cette inférence à l'intuition lorsqu'on parle de sujets comme le temps. Ouais, c'est pour ça que tu as peut-être raison, l'argument de la traversée, son plus gros point faible, c'est qu'il dépend de la vérité du présentisme. Et donc, en cela, c'est peut-être pas le plus solide à utiliser. Par contre, d'autres arguments, d'autres paradoxes euh, que je n'ai pas cités là, mais enfin, si j'ai cité le paradoxe des poulets de l'œuf, tout ça, et sur l'impossibilité des régressions causales à l'infini, qui ne dépendent aucunement du présentisme. Et donc, il faudrait se focaliser sur ceux-là qui sont compatibles avec l'éternalisme ou le présentisme. D'accord. Bon après, je pense que quand même, il y a une certaine symétrie structurelle dans la topologie du temps. En tout cas, si tu admets que le futur est infini et possible. Tu vois. C'est-à-dire que l'argument n'utilise pas vraiment le sens de la flèche du temps. L'argument de la poule et de l'œuf pourrait être valable en termes de, non pas de cause, mais d'effet. Je pense qu'en particulier, tous les arguments que tu énonces, soit
tombe dans le problème du commencement infiniment lointain qui n'est pas justement l'absence de commencement, et donc l'impossibilité d'initialiser un algorithme si on n'a pas un commencement infiniment lointain, ou alors les autres analogies ne résistent pas à la symétrie structurelle de ton temps à partir de l'instant T que tu vas considérer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en soi, ce serait pas plus des arguments contre un passé infini que contre un futur infini. Alors, le futur infini, qu'on soit très clair, moi je pense que c'est là où la distinction entre l'infini actuel et l'infini potentiel est très importante. Je pense qu'il peut y avoir un futur qui est potentiellement infini, c'est-à-dire que bah, potentiellement les jours s'ajoutent les uns après les autres, mais jamais on atteindra un nombre de jours futurs dont le cardinal sera réellement infini. Et donc tu fais une différence logique entre le passé et le futur, c'est ce qu'on appelle le possibilisme. Absolument. Et Ouais. l'idéalisme n'est pas forcément du possibilisme, c'est-à-dire qu'on pourrait considérer dans une vision de l'univers bloc que le futur existe déjà. Et je précise que c'est pas forcément qu'il est déterministe, mais il a un statut ontologique propre, de même que le présent n'est pas déterministe forcément par rapport au Ouais. passé ontologique. Donc tout cela me paraît aussi assez spéculatif. Euh, si la théorie B du temps est vraie, alors effectivement, les événements futurs existent aujourd'hui. Enfin, ils sont réellement. Enfin, si la théorie B du temps est vraie, les événements passés comme les événements futurs existent euh, aujourd'hui. Donc, effectivement, là, un problème avec ma position finitiste. Effectivement, tu as raison. Très bien. Bon, je pense qu'il ne nous reste plus énormément de temps, donc je te propose pour cette vidéo qu'on se cloisonne aux arguments du Kalam. On pourra refaire des vidéos ensuite pour parler de tes autres arguments. J'aimerais revenir sur, alors d'une part, les arguments mathématiques, physiques plutôt, sur le commencement, et on pourra conclure avec les différents attributs que tu attribues c'est un peu redondant comme formule, mais les différentes caractéristiques que tu attribues à la cause première. Donc voilà, dans un premier temps, quels sont les arguments physiques en faveur du commencement de l'univers? Je dirais que il y en a trois globalement. Après, je dis D'accord? pas que c'est des preuves au sens démonstratif, hein, c'est toujours là, on est dans la probabilité. Donc, je dirais que le Big Bang conforte cette idée de commencement de l'univers, même si je suis bien conscient qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé avant le temps de Planck, tout ça. Donc, 10 puissance moins 44 secondes après le Big Bang. Mais disons que le Big Bang est un élément qui tend à pointer dans cette direction du commencement de l'univers. D'ailleurs, le modèle de Friedman-Lemaître implique un commencement à t égale 0 et c'est le meilleur modèle qu'on ait actuellement. Les tentatives de modèles de Big Crunch ou des choses comme ça n'ont pas réussi à prendre le dessus. Après, les arguments que je trouve plus convaincants, ça va être les arguments fondés sur la seconde loi de la thermodynamique et le théorème de Borde-Gut et Vilenkin. La seconde loi de la thermodynamique, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est l'idée que l'entropie, c'est-à-dire le désordre, tend à s'accroître dans un système isolé. Et donc, pour prendre un exemple, si vous arrivez devant un feu de cheminée, vous pouvez savoir deux choses, que un, il y a quelqu'un qui a allumé ce feu il n'y a pas trop longtemps, et deux, que ce feu va finir par s'éteindre. Euh, et ça, c'est grâce à la seconde loi de la thermodynamique que vous pouvez le savoir. Et donc, vous pouvez savoir que ce feu a commencé d'exister. C'est pareil pour l'univers, qui est une grosse boule d'énergie qui consomme de l'énergie. Si l'univers existait depuis un temps infini, il se serait déjà éteint. Il aurait déjà atteint une mort thermique, ou du moins il tendrait asymptotiquement vers une mort thermique. Or, on constate que l'univers n'est pas éteint, et donc on peut en déduire que l'univers a commencé d'exister. Euh, alors, la force de cet argument, il va dépendre de savoir si on peut considérer l'univers comme étant un système fermé. Euh, Pour répondre et déjà au premier, ouais, parce que ouais. déjà,
Bon, pour ce qui est du Big Bang, je pense qu'il faut rappeler que le modèle du Big Bang est à distinguer de l'instant zéro. Alors tu l'as dit, mais il faudrait insister sur ce point. Ce qu'on appelle théorie du Big Bang aujourd'hui en cosmologie, c'est les explications, le modèle descriptif des premiers instants à partir du mur de Planck, donc 10 puissance moins 43 secondes après l'hypothétique instant zéro, jusqu'à nos jours. Donc ça décrit notamment la baryogénèse, le plasma quark-gluon, la formation des premiers atomes, la formation des premiers nuages de gaz, des premières étoiles. Et donc ça, c'est quelque chose qui est corroboré par la science, par les observations. On a des arguments d'observation assez solides, comme le paradoxe d'Olbers, par exemple, qui permet de nous donner des indices sur ce modèle. Pareil pour le rayonnement fossile du fond diffus cosmologique, par exemple. Tout ça, c'est bien établi par la science. Ce qui n'est pas établi par la science, c'est ce qu'il y a en deçà du mur de Planck, donc c'est-à-dire avant 10 puissance moins 43 secondes. Pour ça, il nous faudrait des quantiques. Et aujourd'hui, on en a une. On a par exemple la théorie des cordes, on a la théorie de la gravité quantique à boucle. Certaines de ces théories présupposent un avant Big Bang. La théorie de la gravité quantique à boucle, par exemple, est compatible avec ce qu'on appelle le Big Bang, c'est-à-dire un univers rebond, un univers qui se serait contracté, puis par un effet rebond. Justement, c'est pas sans lien avec une conception fragmentaire de l'espace que présuppose la théorie de la gravité quantique à boucle. Donc, finalement, les deux sont assez incompatibles entre un univers à l'espace-temps continu et un univers sans Big Bang. Mais bon, bref. Et donc, tout ça, ce sont des théories très spéculatives. Et le modèle du Big Bang aujourd'hui, qui est corroboré par la plupart des observations, ne nous donne pas d'informations sur le temps zéro. Certains modèles sont compatibles avec le Big Bang, avec le modèle du Big Bang, et présuppose un avant Big Bang, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça, c'est la première chose. Pour ce qui est de la seconde loi de la thermodynamique, le principe de l'entropie qui ne fait qu'augmenter, je pense qu'il est aussi important de comprendre pourquoi ce principe est vrai. Ce n'est pas un principe fondamental, ça vient d'une loi statistique finalement. L'idée de dire que le désordre augmente, c'est de dire que dans un système dynamique, il y a plus de chances que le système tende vers un état désordonné plutôt qu'ordonné. Et pour le comprendre, il faudrait déjà admettre qu'il y ait plus de désordre possible que d'ordre. Alors déjà, dans un premier temps, à l'échelle quantique, les phénomènes, me semble-t-il, sont réversibles. Je ne sais pas si tu as de l'information sur ce sujet, mais je crois que... Ça dépend de ton interprétation de la mécanique quantique. Tu le sais sûrement, mais il y a plein d'interprétations diverses de la mécanique quantique. L'interprétation majoritaire, c'est quand même celle de Copenhague. Et donc, sous ce rapport-là, oui, je crois que enfin, c'est bien ce que tu dis, oui. Bon, du coup, si les phénomènes quantiques sont réversibles, ça veut dire que la flèche du temps n'a pas de sens, et en particulier la notion d'entropie ne peut pas avoir de sens sans système complexe et qui permet une diversité finalement des possibilités désordonnées par rapport aux possibilités ordonnées. Dans un cas d'univers en contraction, il y aurait une sorte de flèche du temps inversée. Donc on pourrait considérer un avant Big Bang avec une inversion du principe de l'entropie qui serait forcée par cette contraction spatiale. En fait, on ne peut pas considérer que le principe de l'entropie est un principe absolu qui n'a aucune explication, mais qui s'appliquerait en toute situation. Il faut bien comprendre pourquoi ce principe est vrai avant d'en faire un argument pour un certain modèle. Mais la seconde loi de la thermodynamique dit que dans tout système fermé, le principe d'entropie s'applique. Et donc, la seule question qu'il faut savoir, c'est est-ce que l'univers est un système fermé? Et moi, je Alors, dirais que, non, moi, je mais dirais que oui, parce qu'il n'y a rien en dehors de l'univers. encore une fois, Rien. ce principe, ce principe ne s'applique pas de façon universelle. Il est observé et on l'induit d'une loi statistique. C'est-à-dire que, d'ailleurs, à un instant T, il est possible d'avoir une régression très momentanée de l'entropie, mais simplement, statistiquement, il est très improbable que l'entropie soit augmentée.
Mais parce que justement, nos systèmes, enfin, l'univers en particulier est en expansion et nos systèmes sont libres, ils ne sont pas contraints par une force de contraction. Et donc, dans un cas où l'univers serait dans une contraction comme l'hypothèse du Big Crunch, tous les états possibles tendraient vers un état plus simple, plus ordonné, ce qui ferait une régression de l'entropie. Le Big Crunch, il est, à ma connaissance, hein, plus soutenu par personne aujourd'hui. C'était des trucs dans les années 90. Euh, qui soutient le Alors, Big Crunch aujourd'hui? je Franchement, Big Crunch, non pas pour une hypothèse du futur de l'univers, mais pour un avant Big Bang. Puisque, effectivement, aujourd'hui, on serait plutôt dans un modèle de Big Chill, c'est-à-dire un grand refroidissement, ou alors de Big Rip, c'est-à-dire fait que l'énergie noire puisse prendre le dessus sur la gravitation de façon telle que l'espace serait complètement disloqué. Bon. Effectivement, le Big Crunch n'est pas un scénario vraiment envisagé pour le futur de l'univers, mais dans un scénario de Big Bounce, un Big Crunch pourrait précéder le Big Bang actuel. Ça, c'est tout à fait envisageable. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait considérer que le précédent univers puisse avoir une régression de l'entropie due à cette contraction, puisque tous les états possibles tendraient vers un état infiniment contracté. Donc, oui, mais alors, ok, enfin, tu peux toujours essayer de trouver des hypothèses pour éviter le commencement. La question, c'est qu'est-ce qui est le plus probable? Donc là, je fais appel au rasoir d'Occam. Quelle est l'hypothèse la plus simple? Qu'est-ce qui correspond le mieux au principe de parcimonie? Parce que tu vois, on pourrait très bien dire, bah, il y a un principe simple, c'est que la seconde loi de la thermodynamique marche, on constate qu'elle est vraie, et qu'il semble probable que l'univers soit un système fermé. Et donc, bah, l'hypothèse simple, c'est de dire que l'univers a commencé d'exister. L'hypothèse plus compliquée qui violerait le rasoir d'Occam, ça serait là d'invoquer des scénarios à tout bout de champ qui a peut-être que entre t égale 0 et 10 puissance moins 44 secondes après le Big Bang, il peut y avoir un Big Crunch. Enfin, tu vois, alors, tu attends, peux faire ça. Je dis pas que c'est des preuves. Moi, je dis pas que je suis en train de donner un argument démonstratif là. Je dis juste que, bon, de manière probable, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que tu penses que la probabilité que l'univers soit éternel ou ait commencé, c'est de 0,5 ou à un moment, il faut faire une analyse bayésienne? simplement, on n'invoque pas des scénarios pour le plaisir d'invoquer des scénarios. Les théories de gravité quantique, ce sont des théories qui ont une portée explicative très grande, qui ne se limitent pas à cette seule question du passé de l'univers. En particulier, la gravité quantique à boucle est une théorie qui a pour ambition de concilier mécanique quantique et relativité. De la même façon, la théorie des cordes. Et en fait, ces théories donnent des possibilités que aujourd'hui les théories actuelles peinent à décrire. Enfin, je veux dire, si on se limite simplement à la relativité, d'accord, il y a un instant zéro, un modèle du Big Bang, mais la description de l'univers est incomplète. Donc, on essaie aujourd'hui, avec des théories de physique fondamentale, de compléter nos connaissances en invoquant des scénarios possibles. Et ensuite, c'est dans la comparaison de ces différents scénarios que réside l'applicabilité du rasoir d'Occam. On ne peut pas se limiter à ce scénario me semble le plus simple sans considérer toutes les théories qui sous-tendent les autres scénarios. Je ne vais pas qu'évoquer des possibilités pour contrer l'argument. Je donne des conséquences de théories reconnues qui sont sérieuses en physique actuellement. Après, justement, si tu parles de ce que disent les physiciens actuellement, il faut que les auditeurs sachent que depuis 2003, le théorème de Borg-Guth et Vilenkin a établi, et là c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les mots de ces physiciens, a établi de manière bon, bah, presque certaine le commencement de tout univers qui est en moyenne en expansion tout au long de son histoire. Et donc, c'est un théorème récent et qui, on va dire, qui, à mon avis, enfin, c'est pas à mon avis d'ailleurs, c'est Vilenkin lui-même, qui est un des auteurs, qui dit qu'aujourd'hui, on peut plus du tout soutenir l'hypothèse d'un univers éternel. Alors, je vais le citer, hein, je donne ce qu'il dit. Moi, j'y connais rien, je ne suis pas physicien, mais je vais citer un des auteurs de ce théorème qui nous dit la chose remarquable à propos de ces théorèmes est leur portée très générale. Nous n'avons fait aucune présupposition sur le contenu matériel de l'univers. Nous n'avons même pas présupposé que la gravité fût adéquatement décrite par les équations d'Einstein.
Par conséquent, si la gravité d'Einstein requiert quelques modifications, notre conclusion continuera de s'imposer. La seule chose que nous ayons admise est que le taux d'expansion de l'univers ne passe jamais sous une certaine valeur non nulle, aussi petite soit-elle. Ce postulat serait certainement satisfait dans un faux vide, donc un false vacuum, en inflation. On peut donc en conclure qu'une inflation éternelle sans commencement est impossible. On dit que l'argument est ce qui convainc les hommes raisonnables et qu'une preuve est ce qu'il faut déployer comme effort pour convaincre même un homme irraisonnable. Avec la preuve maintenant établie, les cosmologistes ne peuvent désormais plus se cacher derrière la possibilité d'un univers éternel. Il n'y a plus d'issue de secours. Ils doivent faire face au problème d'un commencement cosmique. Et ça, c'est Vilenkin qui le dit, qui est athée. Il l'a dit en 2006 dans son livre Many Worlds in One. Alors, bon, déjà, je pense que c'est assez imprudent d'affirmer qu'une hypothèse aussi spéculative que le théorème de Born-Vilenkin aurait été consensuellement accepté par la communauté scientifique, parce que ça voudrait dire que du coup les gens qui travaillent sur des modèles de passé infini, par exemple le modèle du rebond unique de l'univers, enfin, tous ces gens-là seraient non scientifiques, n'auraient rien compris au consensus scientifique, donc je ne pense pas que ce soit le cas. Mais c'est amusant que tu cites Gauss et Vilenkin, parce que ce sont justement eux qui sont les précurseurs des modèles des multivers, et il me semble que plus tard dans ton livre, tu considères ça comme des absurdités, donc il faudrait un peu... Mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. C'est-à-dire que Vilenkin, il est expert sur le théorème de Borg-Gut et Vilenkin, justement, donc sur le commencement de l'univers, et il dit que c'est certain que l'univers a commencé d'exister. Et après, qui développe d'autres thèses ailleurs sur les multivers, bien sûr, enfin, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, je donne des arguments indépendants contre l'existence des multivers, mais même si les multivers existaient, ça serait tout à fait compatible avec l'existence de Dieu. Et d'ailleurs, si on combine les multivers plus le théorème de Borg-Gut et Vilenkin, ça veut dire que chacun de ces multivers a commencé d'exister. Si on D'accord. suppose qu'ils ont un taux d'expansion non nul, ce qui est pas une grosse supposition. On aura le temps d'expliquer le principe des multivers, notamment quand on parlera de l'argument du fine-tuning. Bon, je pense qu'on a pas mal discuté et on pourra réserver les prochains arguments pour une vidéo suivante. Voilà, je pense que ce qu'on a dit est déjà assez dense. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour conclure cette vidéo? Le mot de la fin, c'est que c'était très sympa de discuter de ces arguments avec toi. Et c'est aussi très sympa de voir que pas tous les athées agnostiques ont, ont comment dire, la haine des religions ou de l'existence de Dieu comme pas mal de zététiciens et qui sont capables de dialoguer de manière cordiale et respectueuse avec leurs interlocuteurs. Donc déjà, merci de montrer cet exemple aux autres. Et puis, bah, hâte de faire d'autres vidéos de débats, discussions avec toi sur les arguments théistes et sur, voilà, sur la vérité de la foi chrétienne. Donc, bah, à une prochaine fois et merci beaucoup. Ah, merci à toi.